Qui es-tu? Ça va bientôt faire 10 ans que je veux faire cette analyse depuis que j'ai fait MGS2. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Mais je m'étais démotivé pour la raison simple, c'est que j'avais fait le walkthrough d'une part en 2018 sur la chaîne Padawan HD, d'autre part l'année dernière sur la chaîne Big Boss Omega. Je sais même plus si c'était cette année, non c'était l'année dernière. Et c'est vrai que Metal Gear Solid méritait une analyse approfondie, à tête reposée, Metal Gear. complète, plutôt que des morceaux épars lors d'un walkthrough. Mais c'est un jeu qui donne tellement de plaisir et de divertissement, mais aussi de profondeur intellectuelle. Je trouve que le jeu a 20 ans d'avance, même géopolitiquement, puisqu'il aborde déjà en fait la thèse d'une renaissance d'une Russie qui recommencerait à peser dans le jeu international. Il commence déjà en 98, alors qu'en 98, on sait que c'est un peu difficile pour la Russie post-soviétique. Elle va vraiment commencer à revenir en force dans les années 2010, je pense. Avant ça, il y avait de quoi douter. Et aujourd'hui, on voit la puissance. La Russie tient tête à l'OTAN, tant bien que mal, pour le meilleur et pour le pire. Il ne s'agit pas d'être pro-russe ou anti-russe, mais c'est factuel. Aujourd'hui, la Russie a une force de frappe immense, une économie plutôt stabilisée, une monnaie forte. Et en tout cas par rapport à d'autres, notamment, on ne peut pas dire que le rouble sort dans la défaite de son conflit contre l'euro ou contre le dollar. En tout cas, à quel prix et pour combien de temps, ça c'est une autre histoire. Mais Metal Gear du coup aborde tout ça dès 1998. Et moi il me fait beaucoup penser à un film, ce jeu Metal Gear Solid. C'est le film Jumeaux qui sort 10 ans avant, donc en 88, avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Et en fait c'est la même thématique. Ce sont deux jeux qui parlent de beaucoup de choses. Alors MGS est beaucoup plus profond. Twins, Jumeaux, c'est une comédie, mais une comédie très touchante comme on savait faire à l'époque, que je vous recommande tous d'aller voir de fond en comble, parce que c'est un jeu qui nous remet dans les années 80, alors que moi j'ai pas vécu, je suis né au milieu des années 90, mais c'est vrai qu'on est un peu séduit par ces années-là. Il y a une ambiance, il y a un humour, il y a une honnêteté, il y a une droiture, il y a encore de vrais hommes, il y a de vraies femmes, et ouais, c'est vrai que c'est un film qui est très touchant aussi, avec ils arrivent à faire rire et à toucher en même temps. Donc ce sont deux jeux sur le déterminisme, même si comme je l'ai dit, MGS va beaucoup plus loin sur d'autres aspects. Pourquoi sur le déterminisme? Parce qu'en fait c'est la même histoire, ce sont deux protagonistes créés en labo, des clones, et ces deux clones, donc c'est 4 clones au total du coup, il y en a un qui a les gènes dominants, l'autre les gènes récessifs. Et en gros, il y en a un qui pense être une poubelle génétique et l'autre qui pense être une espèce d'être suprême, même s'il y a un petit twist à la fin de Metal Gear Solid, puisque Liquid pense être l'inférieur alors qu'il est le supérieur, et pourtant il finit vaincu. Donc ce sont deux films sur l'antidéterminisme, qu'il soit génétique, qu'il soit social, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ces œuvres. Je voudrais donc inviter aussi les gens à voir l'analyse qu'avait fait DG, parce que c'est une de mes analyses préférées de Metal Gear Solid, dans la rétrospective Metal Gear Solid, sur la chaîne Padawan HD. Je trouve qu'il a fait une analyse profonde sur le fait d'être enfermé sur soi, etc., ce que représente symboliquement Liquid. J'ai beaucoup aimé ça, ce sera pas mon axe d'analyse, et je vous renvoie bien sûr à l'analyse de Metal Gear Solid 2, qui est aussi présente sur la chaîne Padawan HD. Bref, maintenant que j'ai dit ces propos préliminaires, on revient au premier Metal Gear Solid, et plus le temps passe et plus il est confirmé, peut-être pas autant que le 2, mais sous bien d'autres aspects, plus il est confirmé qu'il s'agit d'une œuvre majeure en fait de l'histoire du jeu vidéo, et pour moi, de l'art contemporain. Parce que l'art contemporain, c'est pas que des tableaux moches pour faire de l'optimisation fiscale, c'est l'art qui est produit là lorsqu'on est vivant. Il y a très peu de jeux qui sont pour moi des médias qui transcendent le média. Il y a, je le dis toujours, BioShock, du coup, dont j'ai fait l'analyse récemment, Metal Gear Solid 2, Shadow of Colossus, Silent Hill 2. Beaucoup de jeux sont excellents, d'autres sont marquants, mais quelques-uns sont cultes parce qu'ils touchent quelque chose de générationnel. Metal Gear Solid
va plus loin que ça. C'est une œuvre qui continue à produire du sens 20 ans après, 30 ans après. Des œuvres qu'on revisite à différents âges et qui semblent toujours avoir quelque chose de nouveau à dire. Il y a énormément d'œuvres quand on grandit. Moi j'ai atteint la trentaine, tu te dis ouais c'est nul, c'est absolument pourri, il n'y a rien à tirer de tout ça en fait. C'est pas inspirant, ça ne fait pas réfléchir, ça ne fait pas grandir d'aucune manière. Est-ce que ça m'a aidé à devenir meilleur ? Non, pas du tout. Metal Gear Solid, oui. Je profite de faire une petite dédicace, je l'ai déjà dit, mais en vérité, moi j'aurais pas fait les études que j'ai faites, j'aurais pas fait le travail du coup, je fais sans avoir joué à Metal Gear Solid, c'est ce qui m'a lancé dans la sécurité internationale. Aujourd'hui j'ai un master, c'est ma spécialité, je suis consultant, et c'est vrai que c'est grâce à Metal Gear Solid, et donc grâce à mon cousin qui me l'a prêté, malheureusement il est mort récemment d'une crise cardiaque, donc paix à son âme, il était pas vieux du tout, mais du coup paix à son âme, voilà, c'est tout ce que je peux dire, puisque grâce au fait qu'il m'a prêté Metal Gear quand j'avais 7 ans, ben c'est vrai que du coup j'avais pas 7 ans, j'avais 8 ans à peu près, ça m'a lancé dans un truc, j'ai été fasciné par ce que disait Ocelot, par le complot du jeu, je me suis dit mais c'est quoi ce monde de fou ? J'avais vu des films d'espionnage, mais Metal Gear il a une dimension supérieure par rapport aux films d'espionnage qu'on voyait à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu japonais. C'est pas comme Death Stranding, c'est super nul Death Stranding en écriture, ça prend aucun risque politique. Metal Gear Solid 1 et 2, ils prennent des risques de fou. Et c'est vrai que c'est une vision du monde japonaise qu'on n'avait pas l'habitude de voir, peut-être dans des animés, des mangas spécialisés ou du cinéma de niche. Mais dans une œuvre comme ça, supposément mainstream et dans un média qui est quand même pour les gosses, il faut le rappeler, c'est pour les petits les jeux vidéo à la base. La PS1 c'est pas une console d'adulte, hein. C'en est une, mais de facto c'en est devenu une. Mais fondamentalement à la base, c'est des enfants qui ont une PlayStation. La PS2 ça a commencé à changer. Mais dans une œuvre comme ça, avoir ce recul politique, géopolitique, sécuritaire, ce propos qui met en porte-à-faux les États-Unis, puisqu'on voit un complot avec le chef du DARPA, avec le secrétaire à la défense, qui veut carrément pas comploter contre les intérêts américains, mais qui est sans foi ni loi et qui veut flinguer tout le monde pour son projet. La question des budgets noirs, j'avais jamais entendu parler de budget noir, j'avais même pas entendu parler de budget tout court. Et c'est des mots dans ma vie, quand j'en ai entendu parler, qui sont revenus en me disant mais tiens c'est marrant, j'entendais ça quand j'étais petit. Donc ça m'a mis dans une ambiance en fait fondamentalement. C'est vrai, un budget noir, c'est un budget non déclaré, et il y a une raison d'État de ne pas le déclarer, parce que tu dois faire des programmes secrets, et du coup les services étrangers qui surveillent tes budgets, puisque tu es infiltré jusqu'à l'os, ils ont moins de chances de voir que tu bosses sur un truc top secret qui peut bouleverser l'ordre stratégique mondial avec la dissuasion nucléaire, puisque tu es capable de faire un tank bipède qui va bouleverser les équilibres géostratégiques, et du coup ce tank va potentiellement être volé par des gens qui veulent remettre la suprématie russe sur le devant de la scène. Le scénario est énorme. Le scénario est énormissime. Et à première vue, comme je disais, l'histoire, elle paraît relativement simple avant le twist. Là, je vous ai raconté après le twist, mais au début, c'est une unité de force spéciale qui devient terroriste. Donc je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire américaine, occidentale. Ça arrive dans des pays qui sont instables, où il y a des coups d'État. Mais là, c'est même pas le sujet, le coup d'État. L'unité Foxhound, du coup, ne veut pas le pouvoir. Elle veut Metal Gear, 1 milliard de dollars et les restes du Big Boss. J'adore. Bref, cette unité spéciale, elle prend le contrôle d'une base nucléaire sur l'île de Shadow Moses, qui est apparemment une usine de traitement de déchets. Un agent d'élite légendaire à la retraite est envoyé sur place pour gérer la crise. Des otages doivent être sauvés, notamment le chef du DARPA. Une arme stratégique doit être neutralisée, une arme de nouvelle génération. Sur le papier, ça fait un peu film d'action, roman d'espionnage classique. Mais comme je vous l'ai dit, plus l'aventure avance, plus le récit s'éloigne en fait de cette lecture qui paraît superficielle. Et il y a un retournement de situation où on comprend qu'on est victime de quelque chose. Les mecs se mettent à mourir autour de nous d'une crise cardiaque. Et la question militaire, et c'est pour ça qu'en fait le jeu prend de la hauteur, la réflexion militaire du jeu devient une réflexion sur la guerre elle-même. Il y a combien d'œuvres de cette trempe où les protagonistes, au lieu d'être des héros, se questionnent sur la légitimité de la guerre. La question scientifique aussi, elle devient une réflexion sur la nature humaine.
le personnage d'Otacon, qui est très bouleversant parce que lui, il voulait juste faire des robots parce qu'il était fan de Gundam, je résume, de Japonimation. Mais il se dit, j'ai jamais voulu faire des tanks bipèdes pour lancer des ogives nucléaires et brûler vivant des gens. Sauf que c'est là qu'il y a le pognon, donc de facto, c'est le meilleur, il va y aller. Et il a quasiment pas le choix de travailler, c'est ce qui est dit, alors qu'il est américain. Vous voyez, c'est hyper critique comme jeu. Et la question politique, elle devient une réflexion sur le pouvoir, certes, mais aussi sur le mensonge. Et derrière l'ensemble, apparaît progressivement quelque chose de fascinant, je trouve. C'est une interrogation sur l'héritage et sur le monde actuel, ce qu'on peut laisser. Et l'un des aspects les plus fascinants de Metal Gear Solid, je dis Metal Gear tout le temps, il faut bien que je dise Solid, parce que Metal Gear est un autre jeu que je n'ai pas fait, je n'ai fait ni le 1 ni le 2, c'est que presque tous les personnages vivent sous le poids de quelque chose qui les précède. Certains héritent d'un patrimoine génétique qu'ils considèrent comme une malédiction. D'autres héritent d'une guerre qui n'est pas du tout la leur. D'autres encore héritent de décisions politiques prises loin d'eux par des institutions qui les utilisent comme des outils. Avec cette phrase légendaire de Grey Fox. We are not tools for our government. Je vais pas le citer en anglais. Ce jeu pour moi c'est un jeu à VF. Voilà, il a une VF légendaire et la vidéo sera faite avec la VF. Nous ne sommes pas des outils pour les gouvernements. Et Grey Fox avant de mourir qui dit « J'ai peut-être fait n'importe quoi autre mais je me suis au moins battu pour ce dans quoi je croyais ». Le jeu met ainsi en scène des individus qui tentent tous, à leur manière, de se définir face à un héritage qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Et c'est pour cette raison que l'histoire conserve aujourd'hui encore une puissance évocatrice particulière, particulièrement si vous traînez dans les milieux militaires ou sécuritaires. Et c'est fou de voir ce jeu qui a compris ces questions alors que Kojima n'est pas un... Je pense pas que Kojima ait un passé militaire, après je ne sais pas exactement, ça m'étonnerait. Je sais pas à quel point il a été aidé pour écrire ce scénar, mais pour moi il a ce génie de pouvoir capter des choses qu'il n'a pas forcément vécues. Et avec toute la légitimité du monde, je pense que quiconque touche un peu au milieu de la sécurité est touché par Metal Gear Solid d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est une œuvre qui a une portée universelle. Et ça, il faut quand même que quelqu'un le dise. Derrière les clones, les virus, les armes nucléaires, les complots, il y a des questions extrêmement humaines. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit ? Jusqu'où sommes-nous responsables de ce que nous devenons ? Peut-on réellement échapper à son passé ? Existe-t-il une part de liberté capable de résister aux déterminismes biologiques, sociaux ou politiques ? Ça fait le lien du coup avec la vidéo que je viens de sortir là récemment, enfin au moment où j'enregistre cet audio sur la propagande politique. Et en fait ces questions, elles jonchent toute l'œuvre, tout Metal Gear Solid. Elles nous conduisent aussi vers une figure dont l'influence domine l'intégralité du jeu, alors même qu'elle n'apparaît jamais directement, et je trouve que c'est le jeu qui consacre Big Boss comme légende. Quand on voit Sniper Wolf qui en parle comme Salah ad-Din, Metal Gear c'est probablement l'épisode qui va transformer Big Boss en personnage historique à l'intérieur même de son propre univers, et je trouve ça génial. Malheureusement ça ne sera pas égalé dans la série, je vais même aller plus loin, je pense qu'à partir du 4, Kojima malheureusement va rater l'écriture et il va détruire toute cette saga et je m'en fiche un peu. Si vous devez retenir des Metal Gear, moi je dis c'est le 1, le 2. Et maintenant que je l'ai analysé, je vous renvoie aussi à l'analyse sur la chaîne, Metal Gear Solid 3. C'est vrai qu'il a une profondeur Metal Gear Solid 3 et que c'est le meilleur jeu de James Bond jamais fait en fait, avec les thématiques de Casino Royale, avec du coup First Light qui vient de sortir et qui est excellent pour moi, je l'aime beaucoup ce jeu. On va commencer cette analyse par ce qui constitue probablement le cœur philosophique du jeu. Il y a beaucoup de propos, beaucoup de thématiques, comme toute grande œuvre qui se respecte, mais il y a un cœur pour moi doctrinal, et il y a un cœur du message en fait artistique qui est très humain, c'est la question du déterminisme génétique. Et ça traverse l'intégralité du récit, et ça apparaît dès lors qu'on comprend la véritable nature du projet Les Enfants Terribles. Donc Les Enfants Terribles. On voit que Kojima a une culture cinématographique, c'est un vieux film français des années 50 ou 40, je ne sais plus. Derrière ce nom se cache un programme secret de clonage destiné à reproduire Big Boss. Rien que ça. Dans l'univers de Metal Gear, Big Boss c'est pas seulement un soldat d'exception, c'est l'aboutissement ultime de l'art militaire. Il a tout, le charisme, la force physique, la vitesse, la condition, la détermination, bref.
L'idée des responsables du projet, c'est donc que si un homme atteint un tel niveau d'excellence, pourquoi ne pas tenter de reproduire ses qualités par la génétique? Et on voit ça dans plein de jeux. Je vous ai parlé du film Jumeaux, c'était ça l'idée, créer un être humain parfait. C'était des thématiques qui étaient un peu à la mode dans les années 80 et 90. On les a un peu oubliées, les thématiques du clonage. C'est vrai que l'IA a pris le pas, mais ça reste toujours d'actualité. Vous avez ça dans Blade Runner, parce que je vous rappelle que les réplicants dans Blade Runner sont des espèces de clones, pas des robots. Même s'ils ont des aspects un peu cyborg. Il y a aussi Hitman qui en parle, puisque Hitman c'est un clone de plusieurs hommes pour faire un homme parfait. Donc tu as un génie du crime, un génie scientifique, un génie militaire, etc., un soldat, un athlète. Et Solid Snake et Liquid Snake, ils naissent ainsi d'une même ambition. Ce sont les héritiers biologiques d'un homme dont ils n'ont pourtant jamais choisi de porter le fardeau. Et il y a cette espèce de malédiction sur eux, soi-disant qu'ils ont envie de tuer, d'être des soldats, quoi, et qu'ils sont frustrés de ne pas être soldats. Mais il y a aussi toute la question entre l'inné et l'acquis, parce que ça a toujours été des soldats. On sait que Liquid est un enfant soldat, on le voit dans MGS5, même si on s'en fiche de ce jeu, on s'en fiche à 100%, je vais pas m'énerver, mais voilà. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Liquid, il va construire une grande partie de son identité autour d'une interprétation génétique de son existence. Il est convaincu que les scientifiques ont sélectionné les meilleurs gènes de Big Boss pour les transmettre à Solid, tandis que lui aurait hérité des caractères récessifs, des traits jugés inférieurs ou moins désirables, donc une poubelle génétique, comme il dit lui-même dans le jeu. À ses yeux, toute sa vie devient alors la conséquence directe de cette injustice originelle. Il ne voit plus son parcours comme le résultat de ses choix ou de ses expériences, mais comme la manifestation d'un verdict biologique prononcé avant même sa naissance. Liquid, il est prisonnier d'une lecture génétique du monde. Et en fait, ça va le brûler de l'intérieur, on le voit jusqu'à la fin du jeu. Chaque événement confirme sa théorie, chaque échec dans sa vie, le fait que son père, entre guillemets, comment on pourrait appeler ça, même pas un géniteur, son modèle génétique ne veut pas de lui, ça le frustre. Chaque succès de Solid Snake devient une preuve supplémentaire de sa propre infériorité supposée. Snake alors que Liquid est un soldat de génie. Il a été chez les SAS anglais, il peut piloter un hélicoptère qui n'est pas du tout fait pour ça, pour combattre, avec un Indé justement, ce qui est un exploit, une prouesse, mais il a ce complexe d'infériorité, il surveille en fait le succès et la vie de son frère qui lui n'a aucune idée d'être une espèce de clone. Il est un peu plus protégé, lui va du côté de la CIA, et donc de Foxhound, etc. Toute sa haine, toute sa frustration et finalement toute son ambition prennent racine dans cette conviction qu'il a été condamné dès le départ, et que sa vie est déjà un échec, qu'il n'aurait même pas dû exister. Son obsession pour l'ADN de Big Boss, elle va s'inscrire dans cette logique. Alors bien sûr, il y a un enjeu militaire puisque les soldats génomes ont été génétiquement modifiés et leur survie dépend en partie de ces recherches. C'est pour ça que les terroristes veulent les restes de Big Boss pour pouvoir finir ce codage génétique. Mais derrière cet objectif, il y a quelque chose de plus personnel, c'est que Liquid, il cherche en permanence une validation. Il veut démontrer que sa vie n'est pas celle d'un clone raté. Il a le complexe d'un enfant abandonné classique. Il veut prouver qu'il a une raison de vivre en fait et qu'il vaut autant que celui qu'il considère comme son frère favorisé, alors qu'ils ne se sont jamais vus en vérité. Toute la tragédie du personnage se trouve là parce que le jeu va progressivement démonter cette vision fataliste. Et dans la révélation finale, c'est ça qui est énorme dans ce jeu, c'est que le jeu nous amène avec des twists à d'autres twists du twist jusqu'au twist du twist du twist. C'est qu'à la fin, Ocelot explique que Liquid en fait il s'est trompé complètement sur l'interprétation de Les Enfants Terribles, parce que il pensait être la poubelle génétique, mais en fait c'était Solid Snake la poubelle génétique. Lui il avait les gènes dominants, donc il a bâti toute une identité sur une croyance complètement fausse. Et son drame n'est donc pas d'avoir reçu de mauvais gènes, c'est d'avoir accepté l'idée que ces gènes définissaient sa valeur, alors que Solid Snake n'a même pas entendu parler de gènes, il n'en a rien à faire. Et face à lui justement, Snake, donc Solid, adopte une attitude totalement différente. Il ne va pas nier son origine. Il apprend tardivement que c'est un clone de Big Boss. Il ne grandit pas avec cette idée, contrairement à Liquid. Il ne nie pas son héritage, mais il refuse d'en faire une excuse ou une définition. Il préfère vivre reclus, avec ses chiens, en tant que Musher, là où Liquid passe son temps à regarder en arrière. Solid va agir dans le présent finalement. Là où Liquid va chercher une justification biologique à toute son existence, Snake va choisir ses actes et construire son identité. Avec sa phrase légendaire, un vrai homme n'a pas besoin de connaître l'avenir, il le construit.
Et c'est précisément à cet endroit que Metal Gear dépasse largement le simple récit de science-fiction, parce qu'il y a beaucoup de science-fiction dans Metal Gear, politique fiction et fiction militaire. Le clonage n'est qu'un outil narratif qui permet d'explorer une question beaucoup plus ancienne. Est-ce que nous sommes définis par ce que nous recevons ou par ce que nous faisons ? Kojima apporte une réponse qui sera d'ailleurs reprise explicitement dans les dernières scènes du jeu. Les gènes existent. Sous-entendu, le milieu existe aussi. Là où on grandit, comment étaient nos parents, nos frères et sœurs, nos camarades d'école. Tout ça, ça influence les individus. Ils transmettent des prédispositions, des potentialités et parfois même des facilités ou des fragilités. Mais ils ne constituent jamais une prison absolue, quel que soit le point de départ. L'être humain conserve toujours une part de liberté capable de transformer l'héritage reçu. C'est pourquoi la victoire finale finalement de Snake, elle a une portée symbolique aussi forte. Et je trouve que le twist final où on apprend qu'en fait c'est Snake qui a les mauvais gènes et il gagne quand même, c'est énorme. C'est pas parce qu'il pensait être le plus fort, c'est parce qu'il s'en fiche en fait. Et cette victoire, elle signifie pas simplement qu'un héros a vaincu un méchant. Il est pas si méchant que ça, Liquid, même si à la fin c'est un peu caricatural, quand il revient comme un zombie. Non, il est juste déterminé. Qui peut dire que le projet des terroristes est si mauvais que ça par rapport à ce que fait le gouvernement US dans l'histoire ? C'est ça aussi que je trouve très profond dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant dans Metal Gear. Il y a des projets différents. Et derrière l'affrontement entre les deux frères se joue une réalité bien plus profonde en fait. C'est une opposition entre deux paradigmes. L'un considère que le destin est écrit, l'autre qu'il n'y a rien qui va remplacer la volonté humaine. Et c'est ça en fait le vrai combat des deux frères. Et l'idée du jeu là-dessus, c'est que la liberté de l'homme, elle commence en fait là où s'arrête la biologie. Et il y a des conversations explicites dans le jeu sur ce sujet. Après avoir passé toute sa vie à étudier l'ADN de manière obsessionnelle, c'est Naomi Hunter qui grandit dans le jeu, et c'est ça la marque d'une œuvre bien écrite, c'est que les personnages grandissent. Et c'est très humain et c'est très bien écrit justement. Naomi Hunter, elle arrive à des conclusions profondément humanistes. Le génome contient des possibilités, des tendances, des potentiels, mais il ne contient pas un destin. Et elle est obsédée par ça puisqu'elle a perdu ses parents sur le champ de bataille. Elle a grandi avec un frère qui n'était pas son frère biologique. Dans une scène très touchante, le frère en question, qui est Grey Fox, avouera que c'est lui qui a tué ses parents, mais elle ne le saura jamais. Et Snake ne lui dit pas, et je trouve cette scène déchirante. Bref, aucun être humain ne peut être réduit à une scène de nucléotides. On hérite de quelque chose, mais on n'est pas obligé d'obéir à ces choses pleinement. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas grandir. Il y a de la chirurgie esthétique, mais en vérité, c'est juste un masque. C'est un coup de scalpel. Tu ne peux pas changer ce à quoi tu ressembles génétiquement. Naomi va encore plus loin lorsqu'elle explique que ce qui se transmet réellement d'une génération à l'autre n'est pas seulement biologique. Les êtres humains transmettent des idées, des valeurs, des rêves, des souvenirs, des enseignements finalement. Bien avant que Metal Gear Solid 2 ne développe la notion de mème, j'ai trouvé ça d'ailleurs visionnaire, plus on réfléchit sur Metal Gear Solid 2, plus on se dit mais pourquoi chaque année qui passe, le jeu devient plus actuel ? Le jeu parlait de mème en 2001. Bref, le premier de la saga pose déjà les bases de cette réflexion. L'héritage humain ne passe pas uniquement par les gènes, c'est aussi la culture, l'éducation et les choix. L'autre aspect des dérives liées à ça que nous montre le jeu, c'est que la guerre est une espèce de laboratoire. La logique elle est poussée encore plus loin lorsque Liquid évoque les expériences menées après la guerre du Golfe, avec le fameux syndrome de la guerre du Golfe. Le jeu crée une fiction, évidemment, et suggère l'existence d'un syndrome avec des programmes secrets de manipulation génétique destinés à créer une nouvelle génération de militaires. Kojima anticipe ici des débats qui deviendront de plus en plus présents au XXIe siècle. Jusqu'où peut-on modifier l'être humain au nom de la performance ? Parce que dans des compétitions sportives, il y a les lois antidopage. Sur le champ de bataille, si le dopage te fait gagner, tu vas doper tes soldats. Donc on commence par des petits boosts chimiques, à coups de schnapps, dans les tranchées, etc. Classique. Mais ensuite, ça peut être des piqûres, puis après les exosquelettes, puis la reprogrammation mentale. Il n'y a pas de limite dans la guerre, il faut gagner. Donc à partir de quel moment est-ce que le transhumanisme devient une déshumanisation ? Le jeu pose la question d'une brillante manière, puisque la frontière entre l'homme et l'arme se trouve très bien illustrée justement via la Genome Army, donc les soldats génomes. Ils sont plus valorisés par leur courage, leur intelligence ou leur expérience. Ils sont masqués, ils n'ont pas d'identité.
Ils n'ont pas de dialogue propre. C'est quoi ces empreintes? Et Liquid Snake nous le dira comme une provocation. C'est des soldats qu'on tue comme des mouches. En fait, c'était des frères génétiques de Snake. Leur valeur réside dans leur patrimoine génétique. Ils deviennent des produits, des prototypes. Et ils sont destinés à remplir une fonction militaire précise. Ils sont remplaçables. Ils ont rien. Ils n'ont pas d'ipséité, si je peux me permettre. L'être humain cesse progressivement d'être une personne pour devenir une plateforme biologique optimisée. Le sous-texte, c'est que ce sont des armes en fait. C'est valable pour les sujets avec l'extension du terrain de la marchandisation. On parle de GPA, tout ça, gestation pour autrui, où là une personne va pouvoir louer son utérus. Eh bien, dans les questions militaires, ça se pose aussi. À quel moment l'être humain cesse d'être un être humain pour être de la chair à canon? C'est une expression qui est en langue française commune. Mais à quel moment, au-delà de l'utilisation d'un être humain pour la guerre, va-t-on marchandiser l'être humain et le transformer à notre guise? Vous voyez, quand je dis notre, je parle des décideurs militaires et des directions de l'armement. En France, on a la DGA, aux États-Unis, ils ont le DARPA. À quand? Enfin, on n'en est pas si loin et j'espère justement que l'avènement des drones empêchera ça pleinement. Cette inquiétude, elle est omniprésente dans le jeu et son point culminant, c'est Grey Fox, Frank Jaeger, l'ancien compagnon de Snake, qui représente une autre voie vers le dépassement artificiel de l'humain. Le personnage a été détruit dans Portable Ops, mais on n'en parlera pas. On s'en fiche. Metal Gear, ça s'arrête à Metal Gear Solid 3. Dites-le vous bien, voilà. Là où la Genome Army modifie la biologie, Grey Fox fusionne l'homme et la machine. Donc on a l'aspect biologique qui est mentionné avec la génétique, et l'aspect extension du domaine de la marchandisation avec la fusion entre l'homme et la machine. On a deux aspects du transhumanisme déshumanisant. Le corps de Grey Fox est devenu presque entièrement cybernétique. Son enveloppe physique n'est plus qu'un assemblage de métal, de bugs, de fibres synthétiques, de technologies militaires. Et on voit qu'il bug en fait, c'est horrible. J'ai trouvé les scènes quand j'étais petit assez traumatisantes, mais en grandissant c'est encore pire. Derrière cette armure demeure une conscience humaine avec ses remords, ses souffrances et ses souvenirs, et on voit qu'il sort de ses bugs parfois et que sa conscience reprend le dessus. Il incarne une question qui revient sans cesse dans la science-fiction moderne. Et la même que pour les jeunes hommes. À partir de quel moment est-ce qu'on cesse d'être humain? Parce que quand on le voit en tant que robot, en disant des phrases cultissimes, est-ce qu'il est encore humain? Et peut-être pas. Mais quand on le voit parler de son passé, de ses regrets, là il est très humain. Son existence se situe précisément dans cette zone grise, où ces frontières-là sont floues. Et le jeu nous le montre, il nous le fait vivre. Il est plus tout à fait un homme, et comme il dit lui-même, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Il n'est pas davantage une machine. Il demeure une espèce d'âme, enfermée dans un corps artificiel qui ne peut pas mourir. En mettant en parallèle la Genome Army et Grey Fox, Kojima explore finalement deux formes différentes du même rêve technologique. C'est celui de fabriquer le combattant parfait. Et le jeu traite ces thèmes d'une manière magistrale. Comme toujours chez Kojima, alors c'est devenu grossier je trouve aujourd'hui et plus du tout subtil, mais à l'époque c'était subtil, fin, c'était profond. Les noms ont une raison et une fonction. C'est comme dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, chaque nom d'un prophète ou autre sert une fonction, c'est son destin en fait qui est dans le nom. Chez Kojima c'est pareil. Et les noms dans Metal Gear Solid ne sont absolument pas choisis au hasard. Bon, peut-être Otaku Convention, ça c'est pas trop énorme, mais Solid Snake, Vulcan Raven, Liquid Snake. Derrière ce qui pourrait sembler être de simples pseudonymes militaires, il y a tout un réseau de symboles qui participent à la cohérence profonde de l'œuvre. Les membres de Foxhound ont presque tous des noms d'animaux. C'est vrai que on n'y pense pas nécessairement, mais Sniper Wolf, Vulcan Raven, Psycho Mantis, Revolver Ocelot, à part Liquid Snake, mais qu'est-ce que je raconte? Liquid Snake, évidemment, c'est un serpent. Et cette récurrence mérite qu'on s'y attarde. Il ne s'agit pas seulement d'un effet de style destiné à rendre les personnages plus mémorables. Chaque figure va renvoyer à un comportement, à une fonction biologique ou à un mécanisme de survie présent dans la nature. On pense aussi à Decoy Octopus. Psycho Mantis, par exemple, va agir comme une sorte de cerveau collectif, grâce à ses pouvoirs psychiques,
Il lit les pensées, il influence les comportements et il manipule les autres comme s'il commandait les différents organes d'un même corps. Ce que je trouve énorme avec les jeux, justement Kojima, et même aujourd'hui, ça il l'a pas perdu, on pourrait se dire, ouais c'est délirant le mec, pourquoi il flotte dans les airs, il a des pouvoirs psychiques, le masque à gaz. En fait tout fait sens, et quand on apprend effectivement plus tard que c'est un enfant qui vient du monde soviétique où il y a eu des expériences pendant des décennies sur la psychokinésie, etc., tout ça est sourcé et cohérent. Même le railgun de Metal Gear, ça fait partie de la R&D militaire, c'est connu les railguns, les canons à rampe. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, toujours il y a quelque chose de profond. Et le rôle de Psycho Mantis, il dépasse largement celui d'un simple télépathe. Il devient une représentation de quelque chose qui veut pas se confronter au monde, mais qui veut quand même le contrôler de loin. Il y a aussi Sniper Wolf de son côté qui renvoie à la figure du loup. Le loup, il est solitaire ou il est en meute. Elle, c'est un loup solitaire, mais qui est aussi en meute avec d'autres loups finalement. Elle est solitaire vis-à-vis de sa propre race humaine, mais en groupe avec les loups. Ce qui intéresse Kojima n'est pas tant la férocité de l'animal que sa dimension sociale. Et toute l'histoire de Sniper Wolf tourne autour de cette quête d'appartenance. Elle est orpheline, elle est déracinée, marquée par la guerre parce qu'elle est kurde. Et elle trouve finalement une famille auprès de Big Boss et de Foxhound. Comme un loup séparé de sa meute, elle passe sa vie à chercher un foyer auquel appartenir. Il y a Revolver Ocelot qui représente quant à lui l'adaptabilité. Alors lui c'est le malin comme on dit. Et le félin à qui il emprunte son nom, donc l'Oslo, est connu pour son adaptabilité finalement. Là où d'autres restent attachés à une cause, lui il survit en s'adaptant. Toujours il s'adapte. Decoy Octopus, il renvoie au poulpe, à la pieuvre. C'est un maître du camouflage et du mimétisme. Et on dit qu'il va jusqu'à imiter le sang de ses victimes. Son rôle dans l'intrigue consiste précisément à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est énorme puisqu'en fait, si on ne suit pas le jeu, on se rend pas compte qu'on l'a rencontré. Pour moi, c'est une écriture de génie. Son identité disparaît derrière celle qui l'imite. Comme le poulpe se confond avec son environnement. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, le chef du DARPA, ce n'est pas le chef du DARPA celui qu'on rencontre, il est mort lui. On rencontre Decoy Octopus qui se fait passer pour le chef du DARPA, c'est pourquoi il se fait flinguer par Foxdie. Enfin, je sais pas si l'original du chef du DARPA serait mort de Foxdie, par contre je sais pas si c'était une cible. Vulcan Raven, enfin il est associé au corbeau, un oiseau omniprésent dans de nombreuses traditions spirituelles païennes. Chez plusieurs peuples nordiques et amérindiens, il est lié à la guerre, à la mort, mais aussi à la connaissance. Raven passe d'ailleurs une grande partie de ses dialogues à évoquer le destin, les cycles de l'existence et les forces qui dépassent les individus. Il apparaît moins comme un simple soldat que comme une figure quasi chamanique et il a une sagesse toute particulière, Vulcan Raven. Quant au serpent, Snake évidemment, c'est probablement l'un des symboles les plus anciens de l'histoire humaine, tantôt associé à la ruse, tantôt à la connaissance, tantôt à la régénération à travers sa mue. Il possède une richesse symbolique exceptionnelle. Chez Kojima, Snake incarne précisément cette intelligence adaptative qui permet de survivre dans un environnement hostile. Il triomphe jamais par la force brute, il avance par discrétion, par patience et par observation. Quant à savoir lequel des deux Snake est le bon, je vous laisse réfléchir. Je pense que à la fois Solid et Liquid Snake incarnent une partie du serpent. Pris ensemble, ces différents symboles composent une véritable faune mythologique. Les personnages ne sont pas que des individus dans Metal Gear Solid, ils représentent des fonctions, des instincts et des comportements profondément enracinés dans le vivant. On retrouve ici une idée centrale de Metal Gear. Malgré la technologie, malgré les armes nucléaires, malgré les manipulations génétiques et tous les complots et tout ce que vous voulez, l'être humain demeure un animal. Et en fait, on voit le contraste. Psycho Mantis, avec toute sa combinaison, c'est un homme défiguré qui en fait est terrifié de la vie. Sniper Wolf, malgré tout son calme et son côté sniper légendaire, elle a besoin de prendre des calmants. Vulcan Raven, malgré son côté traditionnaliste chaman, il a un minigun de 800 kg sur le dos et il conduit des tanks. Vous voyez ? Le symbolisme ne s'arrête pas aux animaux aussi. Il est également présent dans les noms mêmes des personnages principaux, à commencer par ceux des deux frères au cœur du récit. Donc on a parlé du côté Snake, on va parler de leurs prénoms maintenant. Solid et Liquid. Ce sont des noms de code, évidemment. Ils renvoient directement à deux états fondamentaux de la matière. Le solide, qui évoque la stabilité, la résistance, la permanence, et le liquide, qui suggère en fait le mouvement, l'adaptation et la fluidité. Plus tard, la saga introduira un troisième clone, Solidus, qui va compléter une véritable trilogie symbolique. Le choix est fascinant parce qu'il permet à Kojima de représenter une même origine produisant des résultats différents. Tous trois sont issus de Big Boss. Ils partagent tous la même source, mais chacun exprime cette origine selon une forme différente.
puisque vous savez que l'eau peut être liquide et solide, et pourtant c'est de l'eau. C'est encore une fois de l'écriture de génie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le symbolisme apparent finit par se retourner contre les personnages eux-mêmes. Liquide se présente comme le plus libre des deux. Il tient en respect le gouvernement américain, le mec. Il se voit comme un révolutionnaire, un homme qui refuse son destin et qui cherche à briser les chaînes imposées par ses créateurs. Il revendique le mouvement, il revendique la transformation. Pourtant, tout au long du jeu, il apparaît incapable d'échapper à une obsession unique, prouver sa valeur face à Big Boss. C'est-à-dire en fait son père, et face à son frère. Il est prisonnier d'une blessure ancienne dont il ne parvient jamais à se détacher jusqu'à son dernier souffle. Solid semble beaucoup plus rigide au premier abord. Il est froid, il est un peu dragueur évidemment au début du jeu avec Mei Ling, et avec Naomi Hunter je pense un peu moins, avec Meryl il l'est pas mal, mais il est glacial, il est un peu, un peu aigri par la vie, ça se voit. C'est le soldat professionnel, c'est le soldat méthodique, discipliné. On voit l'influence de Snake Plissken, bien sûr, de New York 1997, Escape from New York. Mais c'est lui qui évolue réellement. C'est lui qui apprend. Et il va finir par s'affranchir de son passé. Parce que là où Liquid demeure enfermé dans des espèces de rancœurs qui le rongent, Solid va découvrir progressivement la possibilité d'une autre forme de vie. Une fois encore, Kojima joue avec les apparences. Celui qui porte le nom de Liquid est en réalité figé dans ses traumatismes. C'est de l'eau, mais dans une bouteille fermée. Celui qui porte le nom de Solide va se révéler capable de changer. C'est le cube, mais qui est assez solide pour casser les parois de sa prison, vous voyez, pour faire une petite métaphore. Et cette logique symbolique se retrouve également dans le décor et dans les nombreuses références historiques ou religieuses disséminées dans le récit. Le lieu principal de l'aventure s'appelle Shadow Moses. Shadow Moses. Pour ceux qui ne savent pas, Moses en anglais c'est Moïse. Shadow Moses, l'ombre de Moses, ou comment on pourrait dire, l'ombre Moses, vous voyez, l'ombre Moïse. Moïse, c'est celui qui conduit son peuple hors de l'esclavage vers la terre promise. Et la référence, elle n'est pas anodine du tout. Tout au long du jeu, les personnages cherchent à s'émanciper de diverses formes de servitude. Servitude génétique, politique, militaire, psychologique, toute forme de déterminisme. C'est le thème principal du jeu, s'échapper du déterminisme, s'échapper de l'inné. Et la question de la libération traverse toute l'œuvre. On retrouve également une référence intéressante à travers Sniper Wolf lorsqu'elle évoque Big Boss sous le nom de Saladin. Le choix est révélateur puisque Saladin est dans l'imaginaire historique comme un chef guerrier capable de fédérer des peuples dispersés face à une puissance étrangère. C'est lui l'unité musulmane. À une époque où personne ne voulait entendre parler de ça au Moyen-Orient. C'est lui la figure de l'opposant principal aux croisés. Et il essuiera des revers puisque vous savez que la première croisade est gagnée par les chrétiens et ensuite c'est la débandade puisque les chrétiens sont tombés dans une arrogance terrible suite à la première croisade avec des exactions qu'on ne nommera même pas. Pour Sniper Wolf, Big Boss c'est pas juste un commandant militaire, c'est Saladin, c'est un protecteur, c'est un unificateur, c'est presque un roi exilé qui a offert un refuge à ceux que le monde avait abandonnés, c'est Outer Heaven. C'est ce rêve d'un refuge pour les soldats dont les gouvernements ne veulent plus. Même Metal Gear Rex peut être lu à travers une grille symbolique, Rex. Bien sûr, il s'agit d'une arme nucléaire mobile, mais sa place dans le récit dépasse largement sa fonction militaire. Tous les personnages gravitent autour de lui. Le jeu s'appelle Metal Gear Solid. Tous le convoitent, tous projettent sur lui leurs ambitions politiques ou idéologiques. Rex devient une idole technologique. C'est un veau d'or nucléaire, si je peux parler ainsi, une création humaine à laquelle les hommes finissent par sacrifier leur morale, leur loyauté et parfois leur propre vie. Le dernier coup de théâtre du jeu renforce cette dimension quasi biblique. Lorsque Revolver Ocelot contacte mystérieusement le président des États-Unis, après la crise de Shadow Moses, c'est là qu'on apprend que ce qu'on croyait être l'intrigue principale n'était qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je vous ai dit le twist dans le twist dans le twist, il y a encore un quatrième twist. Derrière les acteurs visibles se cachent d'autres puissances et on apprend carrément que le président des États-Unis, George Sears, est en fait le troisième clone de Big Boss. Donc même les gens qui pensaient être les comploteurs pendant le jeu sont en fait les pions de quelque chose de plus grand. Cette révélation rappelle les grands récits de trahison et de complot finalement qu'on retrouve aussi bien dans les textes sacrés que dans les tragédies classiques. L'événement visible n'est jamais toute l'histoire. Derrière chaque crise se trouvent des forces qui agissent dans l'ombre. Et c'est précisément ce sentiment qui demeure lorsque le générique commence à défiler. Celui d'avoir entrevu une vérité beaucoup plus profonde que ce qu'on a vu du scénario. Il y a un sentiment de gigantisme dans le jeu qui passe par ça.
Le nucléaire est aussi évidemment au cœur du jeu. C'est un jeu profondément écologiste, dans le bon sens du terme Metal Gear Solid, avec une vraie idée sur la préservation de la nature et le générique avec la musique légendaire The Best Is Yet To Come avec les images de l'Alaska, les ours, les cerfs, les animaux, c'est magnifique et c'est touchant. Mais c'est un jeu aussi anti-nucléaire. Kojima, il est japonais. C'est le seul pays qui s'est pris ces 2 bombes terribles qui étaient Hiroshima et Nagasaki. Il y a un traumatisme dans l'inconscient collectif japonais, on le voit dans les œuvres japonaises, notamment Akira, Genda Hiroshima, etc. Le nucléaire, c'est pas simplement un décor ou un prétexte à l'intrigue, mais c'est une réflexion politique. On oublie que le jeu sort en 98, à une époque où beaucoup imaginent que la fin de la guerre froide a réglé la question nucléaire. Kojima prend le contre-pied de cette illusion avec 20 ans d'avance. L'action se déroule sur Shadow Moses, donc une installation officiellement destinée au stockage et au démantèlement de matériaux nucléaires. Mais derrière cette façade, il y a une réalité beaucoup plus inquiétante. Tout au long de l'aventure, le joueur découvre que les grandes puissances continuent de moderniser leurs arsenaux, de développer de nouveaux vecteurs et de contourner les accords censés limiter la prolifération. 20 ans d'avance, Kojima. Merci. Le texte final du jeu est d'ailleurs extrêmement explicite. Malgré les traités START et les discours sur la paix, des dizaines de milliers d'ogives demeurent en circulation. La menace n'a pas disparu, elle s'est simplement rendue moins visible. Et on se dit, bon, ça y est, les États-Unis ont gagné, fin de l'histoire, Fukuyama, tout ça. Je simplifie encore à chaque fois Fukuyama, faudra qu'on en parle un jour. Il a jamais dit que c'était la vraie fin de l'histoire, c'est un concept. Mais bref, c'est dans ce contexte qu'apparaît Metal Gear Rex. La machine représente l'aboutissement logique de la course aux armements. Son intérêt n'est pas seulement de tirer une arme nucléaire. Les États-Unis ont déjà cette capacité, il y a des ICBM, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui rend Rex révolutionnaire, c'est sa capacité à lancer une frappe pratiquement indétectable, de n'importe où. Or, toute la logique de la dissuasion nucléaire repose sur la détection. Donc en gros, Rex va casser la détection nucléaire, donc la dissuasion. Depuis la guerre froide, l'équilibre repose sur une idée simple. Je vous renvoie à Paix et guerre entre les nations de Raymond Aron. Si vous frappez votre adversaire, il aura le temps de répondre et vous serez détruit à votre tour. Donc l'anéantissement mutuel des 2 blocs fait que aucun ne veut anéantir l'autre. On appelle ça l'équilibre de la terreur. Rex détruit cet équilibre. Si une arme permet de frapper sans être détectée, alors il n'y a plus de dissuasion puisque les représailles disparaissent et le risque des représailles avec. Et donc le principal frein de l'utilisation de l'arme nucléaire disparaît aussi. Kojima ne présente donc pas simplement une super arme futuriste, il montre l'aboutissement de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la fin de la dissuasion nucléaire. Il montre une technologie capable de remettre en cause l'ensemble de l'ordre stratégique mondial. Cette dimension explique pourquoi Metal Gear Solid n'est pas un jeu militaire classique. Il y a des jeux bien mieux écrits du point de vue de la connaissance des services américains. Je pense à Splinter Cell avec Tom Clancy sur la NSA. Super. Mais Metal Gear va beaucoup plus loin. Kojima va s'intéresser à l'aboutissement de ces raisonnements. Il a étudié la dissuasion nucléaire, ça se voit à 100 km. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs critiques ont considéré que Metal Gear était un anti-war wargame. Paradoxalement, Metal Gear c'est un jeu de guerre profondément méfiant à l'égard de la guerre. C'est un jeu d'action qui va vous questionner en tant que joueur. Quand Meryl dit cette phrase, moi ça me faisait marrer quand j'étais petit, je disais quelle chochotte. Mais maintenant que je connais un peu mieux, je me dis, mais c'est vrai, quand elle dit c'est laid la guerre. Mais c'est immonde la guerre. C'est terrible de voir des gens exploser les tripes à l'air, de supplier de pouvoir revoir leur mère, etc. Les armes fascinent les personnages, mais elles ne les rendent jamais heureux. Les soldats sont admirés, mais ils sont tous brisés. Et Snake lui dit face à face, il lui dit, il n'y a pas de héros. On s'en fout, il faut juste survivre en fait. Il est brutalement honnête, c'est ça que j'adore dans cette scène dans les toilettes avec Meryl. Les victoires existent, mais elles laissent rarement un sentiment de triomphe. Ça me fait penser à cette histoire, j'en ai parlé l'autre jour, du soldat Yakout, qui a réussi à buter toute une unité ukrainienne et qui a fini, il y a la vidéo sur internet, je vous invite à aller voir ce que c'est que la guerre, où on voit avec la bodycam de l'Ukrainien, du soldat ukrainien, qui est un jeune homme ukrainien, paix à son âme, ça finit en combat au couteau, duel, lui contre le soldat Yakout, donc qui est russe. Et l'Ukrainien finit par prendre la lame dans l'œil, il tombe par terre et il dit au soldat russe « Laisse-moi mourir en paix ». Et là on entend l'Ukrainien qui dit « Maman, je vais pas pouvoir rentrer », il se met à prier Dieu. Et c'est immonde. Donc ce soldat a été décoré, soldat Yakout, par Poutine. Et on lui dit « Vous êtes un héros national, vous avez flingué tellement d'Ukrainiens et tout ». Il dit « Mais en fait je me sens super mal, moi je voulais juste survivre pour revoir mes 3 enfants ». C'est ça la réalité de la guerre. C'est difficile de voir quelqu'un mourir droit dans les yeux
quand on se rend compte qu'en fait l'ennemi, c'est un jeune homme comme nous, qui a des parents, qui a peut-être des enfants, qui a peut-être une femme, et on voit sa vie quitter le corps, c'est un traumatisme. Et cette réflexion dans Metal Gear, elle débouche naturellement sur la conclusion du jeu, qui abandonne progressivement les questions nucléaires et génétiques pour revenir à quelque chose de bien plus humain. Parce qu'après avoir passé toute sa vie sur les champs de bataille, Snake il comprend que l'existence ne peut pas se réduire à la survie. Pendant des années, il a vécu comme un soldat. Il doit exécuter sa mission, il doit survivre, il doit repartir au combat. Pour la première fois, il envisage autre chose. Donc, quelque part, il n'y avait pas besoin d'un Metal Gear Solid 2. Mais bon, Metal Gear Solid 2 étant cet objet de génie qu'on connaît, bref. Les derniers dialogues avec Naomi constituent probablement le véritable cœur philosophique de Metal Gear Solid. Elle y explique que la vie ne consiste pas uniquement à transmettre des gènes. Les êtres humains peuvent aussi donner des rêves, des souvenirs, des valeurs et des espoirs, comme je vous le disais. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est pas que notre ADN, donc il faut choisir. Et ce que j'adore dans cette fin, c'est que Snake est condamné à mort parce qu'il porte Fox Die. On le sait. Il porte Fox Die. Et ça me fait penser à un monsieur que je salue, qui est un monsieur respectable, qui faisait du bénévolat auprès des condamnés à mort américains. Il correspondait avec eux, il était dans une association. Et il m'avait dit, comment je me présente à ces gens ? Je vais les voir. Il dit, bonjour, vous êtes condamné à mort ? Moi aussi. Et là, le condamné à mort lui disait, comment ça, vous avez fait un crime, vous êtes aussi condamné à mort ? Il dit, non, je ne sais pas quand je vais mourir. Et vous savez ? Et le condamné à mort, il ne sait pas quand il va mourir. C'est la loi américaine, il n'y a pas de date jusqu'au moment fatidique. Et donc il dit, on est tous les deux condamnés à mort. J'ai trouvé ça d'une profondeur rare. Et en fait, Snake, il est condamné à mort à la fin. Et Naomi, elle lui dit, je ne sais pas quand tu vas mourir. Mais va vivre. C'est tout ce que je te demande. Et Snake, il dit, ok, je vais vivre. Je sais pas quand je mourrai. Et c'est là-dessus que s'ouvre Metal Gear Solid. C'est énormissime. Et en plus, on apprend que du coup, il s'appelle David. Alors, sûrement une référence à David Hayter. Et ce simple prénom marque presque une renaissance. Pour la première fois, Snake n'est plus un nom de code. C'est plus le clone de Big Boss. C'est plus l'agent de Foxhound ou l'arme vivante créée par le projet Les Enfants Terribles. Il devient un être humain. Et quel nom en plus, David Ameller, le roi David. Le roi David. Et le jeu conclut sur le fait que le futur n'est pas écrit, et donc on choisit ce qu'on veut devenir. On va parler maintenant des trahisons, des mensonges, et comment tout ça s'articule dans le jeu, puisque c'est une thématique très importante, l'information et sa non-fiabilité dans les contextes guerriers, voire dans tous les contextes tout court. Et Metal Gear Solid 2 ira plus loin avec le contrôle total de l'information, et le règne en fait total du mensonge, via le contrôle par IA de l'information et de la diffusion des informations. Donc si le premier grand thème de Metal Gear c'est l'héritage et la liberté, le second c'est sans doute le mensonge, parce que plus l'aventure avance, plus le joueur découvre que personne ne dit complètement la vérité, que ce soit le colonel, qui est notre figure de confiance, que ce soit Mei Ling, qui était peut-être au courant de certaines choses, que ce soit Naomi Hunter, qui fait un complot dans le complot, que ce soit Liquid Snake, qui n'était pas finalement si intéressé que ça par ce qu'il demandait à la base. Derrière chaque briefing, il y a une omission. Il y a des intérêts cachés. Il y a des alliés potentiels qui ont des ambiguïtés. Et l'un des retournements les plus célèbres du jeu illustre parfaitement cette logique. Pendant toute l'opération Shadow Moses, Snake reçoit l'aide de Master Miller par codec, donc le légendaire Maître Miller. Pour le joueur, Miller représente la figure rassurante. C'est l'ancien mentor de Snake, c'est le conseiller expérimenté qui accompagne discrètement Snake dans sa mission. Ses interventions sont toutes cohérentes, il nous aide à nous repérer dans les conduits d'aération, il donne plein de conseils militaires utiles, on voit qu'ils ont eu des superviseurs militaires, il parle de faire des petites siestes sur le champ de bataille dès qu'on est safe pour pouvoir capitaliser le temps de sommeil, suivre les rats quand on se sent enfermé puisqu'ils vont toujours vers l'oxygène. Et puis à la fin on apprend que Master Miller est mort depuis plusieurs jours. Et on se dit mais c'est quoi ce jeu ? En fait, l'homme à qui parlait Snake depuis le début n'était autre que Liquid Snake, donc l'ennemi du jeu. Fallait oser quand même. Le retournement de situation est brillant parce qu'il ne trompe pas que le joueur. Il trompe en fait tout le monde, toute la chaîne de commandement de Snake s'est fait avoir, donc ça pose des questions. Est-ce qu'ils étaient complices ? Est-ce qu'il y a des complices à l'intérieur de cette chaîne de commandement ? Est-ce qu'ils sont bêtes, donc est-ce qu'ils sont dignes de confiance ? Et c'est intéressant, et nous-mêmes en tant que joueurs, on est trompés. Parce qu'on a accordé notre confiance à cette voix simplement parce qu'elle occupait la fonction habituelle de guide. Personne ne se questionne la première fois qu'il fait Metal Gear Solid sur l'identité de Maître Miller.
Pourtant, si on écoute bien de près, on voit qu'il a la même voix que Liquid. Kojima utilise ici les codes du jeu vidéo contre le joueur lui-même. Encore une fois, du génie, puisque le propre d'une grande œuvre, c'est qu'elle utilise son support comme moyen de passer un message. Et là, le mentor dans le jeu qui nous guide, c'est un trope classique des jeux vidéo, sauf que là, le mentor nous trahit. Cette manipulation, elle n'est pas gratuite, elle révèle quelque chose de fondamental sur l'univers même de Metal Gear. L'information est une arme, et ça élève le niveau du jeu encore à un niveau stratosphérique. L'information est une arme, même dans le jeu. Et ça, moi personnellement aussi, ça m'a bouleversé quand j'étais petit de voir ça. Ça m'a posé des questions. Celui qui contrôle ce que vous savez, contrôle aussi ce que vous faites. Liquid ne cherche pas seulement à mentir à Snake, il cherche à orienter chacun de ses choix, jusqu'au point culminant où Snake va en fait déclencher l'arme qu'il était censé détruire, avec les fameuses cartes pâles. En se faisant passer pour Miller, il pousse le joueur à progressivement accomplir exactement ce que les conspirateurs attendent de lui. Mais alors le twist dans le twist, c'est que les vrais conspirateurs, ils attendaient que Snake il aide Liquid pour transmettre Fox Die. Bref, Snake croit empêcher une catastrophe, en réalité il contribue à l'activation de ce qu'il devait éviter. Le héros accomplit donc sa mission, tout en servant les objectifs exacts de son ennemi. Cette logique de manipulation se retrouve également dans le personnage de Naomi Hunter, on en a parlé tout à l'heure. Au départ, elle apparaît comme l'une des rares figures bienveillantes, un peu fortes, qui résistent au charme de Snake. Elle est médecin, scientifique, spécialiste de la génétique. Elle semble sincèrement préoccupée par la santé de Snake, elle lui pose des questions sur comment il se sent, etc. Mais la vérité est beaucoup plus complexe. C'est elle qui lui a injecté Fox Die. Donc pour qui elle bosse ? Officiellement, ce virus devait servir les intérêts du gouvernement. Il devait éliminer discrètement certaines cibles précises sans laisser de traces visibles. Snake ignorait totalement qui transportait cette arme biologique dans son propre organisme. Mais la découverte est violente parce qu'en fait, Naomi Hunter a modifié Fox Die pour son intérêt, ou pour d'autres intérêts d'ailleurs. Et Kojima ajoute une couche supplémentaire puisque, je vous l'ai dit, elle a modifié le virus, donc derrière la scientifique loyale, il y avait une femme hantée par son passé, par son fatalisme, son histoire avec Grey Fox, responsable donc de la mort de ses parents, mais on va pas refaire l'histoire. Elle a agi sous l'effet d'une blessure personnelle qu'elle n'a jamais totalement surmontée. Donc c'est la trahison dans la trahison à plusieurs niveaux. Cette dimension est essentielle parce qu'elle montre que les manipulations de Metal Gear ne sont jamais purement institutionnelles. Les États mentent, les services mentent, mais les individus mentent également à cause de leur peur et de leur traumatisme. Ou pour des intérêts personnels. C'est précisément ce qui rend Metal Gear si fascinant. Le joueur évolue dans un monde où l'information est constamment contaminée par les intérêts de ceux qui la produisent. Chaque révélation va en cacher une autre. Et au final, on finit par se demander ce qui est vrai ou faux à la fin du jeu. Et c'est ça que je trouve aussi génial, c'est comme dans la vraie vie. En propagande de guerre ou en propagande politique, où est le vrai et où est le faux ? Peut-être nulle part en fait. Et la meilleure manière de ne pas être contaminé par tout ça, c'est peut-être de dire tout ce qui vient de ces sources-là n'est pas fiable. Cette méfiance généralisée atteint son sommet lorsque Snake découvre enfin la véritable nature de sa mission. Jusqu'à la fin, il croit encore agir pour empêcher une catastrophe nucléaire et sauver les otages de Shadow Moses. Il pense être l'acteur principal de l'opération. En réalité, c'est un petit pion instrumentalisé. Liquid lui révèle alors des vérités plus cruelles les unes que les autres. Sa présence sur l'île n'avait pas seulement pour objectif de neutraliser Fox Sound, elle servait à propager Fox Die avec des cibles bien sélectionnées. Sans le savoir, Snake a transporté une arme biologique au cœur même de l'installation. Chaque rencontre, chaque échange était un plan dont il ignorait complètement l'existence. La révélation, elle est brutale parce qu'elle retire au héros toute illusion de contrôle. Donc là, Snake, la légende, qui vient buter les terroristes, c'est pas du tout le cas. C'est un petit pion manipulé. Il sait même pas par qui, en fait. On ne sait pas à quel point le colonel est mouillé. Alors on le sait à la fin, puisqu'en fait, ils avaient kidnappé sa nièce pour le faire chanter. Mais pendant des heures, le joueur a eu le sentiment d'agir librement. Et puis il découvre que chacun des succès avait été anticipé et intégré dans un scénario conçu par d'autres. Donc ça nous pose des questions même en tant que joueur. Le terme du déterminisme, qui était déjà présent dans la question génétique, revient sous forme politique. Cette fois, ce ne sont plus les gènes qui menacent la liberté, mais les institutions. Lorsque Snake contacte le colonel pour obtenir des explications, la situation devient encore plus sombre. Lui-même n'est pas le maître Campbell, il est victime de quelque chose. Et jusqu'où remonte la chaîne de commandement ? C'est stratosphérique. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'un des personnages les plus fascinants de toute la saga, Revolver Ocelot. Pendant
une grande partie du jeu, on se dit c'est un second couteau de liquide, on s'en fiche, etc. Il se fait couper la main. C'est un agent de Foxhound, c'est un expert en torture, un tireur d'élite excentrique avec un flingue. Mais à mesure que les couches de l'intrigue se dévoilent, le personnage devient de plus en plus insaisissable. La scène finale en est la démonstration parfaite puisque c'est lui qui va parler au président des États-Unis. Donc on a l'un des seconds couteaux du groupe terroriste qui en fait bossait pour le président des États-Unis contre le DARPA, contre le secrétaire à la défense, etc. Au final, on ne sait même pas qui est l'auteur de ce complot. Alors, c'est les patriotes au final. Mais Ocelot est contre les patriotes. Donc c'est d'une complexité très rare. Et c'est probablement la véritable apparition de ce qui deviendra l'une des grandes obsessions narratives de la saga, les pouvoirs invisibles qui agissent derrière les gouvernements officiels. Et ça, ce sera consacré dans Metal Gear Solid 2 avec toute la thèse sur l'état profond. Je vous renvoie à l'analyse de Metal Gear Solid 2. Cette complexité fait d'Ocelot l'un des personnages les plus remarquables imaginés par Kojima. Là où Snake cherche la vérité, Ocelot évolue dans l'ambiguïté. Il fait ce qu'il a à faire, Ocelot, et il a l'air de tout savoir, c'est ça qui est fascinant. Et là où Snake tente de comprendre le monde, Ocelot prospère finalement dans l'ombre. Et son appel final contient d'ailleurs une information capitale. Il évoque Solid et Liquid comme des secrets honteux. Pour le joueur de 98, cette phrase paraît mystérieuse. Avec le recul, elle annonce déjà l'existence du coup du troisième clone, Solidus Snake, lorsqu'il dit effectivement c'est vous le troisième. On a parlé un petit peu de l'opposition entre l'héroïsme fantasmé et la laideur réelle de la guerre, mais je voulais revenir sur le personnage de Sniper Wolf. Sa mort est sans doute l'un des moments les plus importants et touchants du jeu, avec la magnifique musique qui va avec, parce qu'elle fait brutalement sortir le joueur du cadre du thriller militaire pour le confronter à une réalité historique bien concrète. Derrière le personnage se cache en effet une référence transparente au destin des Kurdes, dont Kojima connaissait manifestement l'histoire et à quel point ils se font rouler par tout le monde depuis 70 ans. Donc s'il y a des Kurdes qui écoutent l'émission, bravo, courage à vous en tout cas. Lorsque Sniper Wolf raconte son enfance, elle évoque un pays ravagé par la guerre, les massacres, les déplacements forcés, les violences permanentes, pour ne pas dire d'autres choses bien plus terribles. Elle explique avoir grandi au milieu des explosions, des tirs, et elle fait sa biographie en gros, et ça renvoie directement aux tragédies vécues par les Kurdes au cours du XXe siècle, notamment en Irak. Entre les années 70 et 90, les Kurdes font régulièrement l'objet de plusieurs exactions assez catastrophiques. Je vais citer ici l'opération Anfal, menée par le régime de Saddam Hussein à la fin des années 80, qui fait des dizaines de milliers de morts et qui détruit des centaines de villages kurdes. Donc c'est exactement ce que détruit Sniper Wolf, et vu la chronologie, je pense qu'elle parle de ça. À travers Sniper Wolf, Kojima rappelle une réalité souvent oubliée. Et c'est important pour nous autres les analystes, c'est que derrière les cartes géopolitiques, les idéologies et les analyses macro, méso, microscopiques, il y a des gens qui payent le prix des conflits. C'est pour ça que quand je fais des analyses sur des choses un peu compliquées comme la guerre en Ukraine, il y a des gens qui sont massacrés aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui sont massacrés, il y a des soldats qui meurent, il y a énormément de pertes civiles. Et la guerre, elle n'est pas vécue de la même manière depuis un bureau ministériel à Washington, Moscou, Bagdad, que depuis un petit village bombardé au Kurdistan. C'est ça que nous dit Sniper Wolf. Et c'est ce qui donne tout son sens à la référence à Salah ad-Din, c'est que lorsque Sniper Wolf parle de Big Boss comme Saladin, elle choisit pas ce nom au hasard. On en a parlé tout à l'heure et justement Big Boss devient cette figure de protecteur. Son attachement à Foxhound devient beaucoup plus compréhensible finalement. Elle ne se bat pas pour une idéologie, ni pour l'argent, ni pour une famille de substitution. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut mourir. C'est terrible comme c'est écrit, mais elle cherche le moment où quelqu'un va la buter. C'est dingue. Et c'est ce qui rend sa mort si tragique. Le joueur pourrait s'attendre à la chute d'une ennemie redoutable, mais à la place, il découvre une petite femme détruite de l'intérieur qui n'a jamais vraiment connu la paix et qui attendait juste la fin et le moment où quelqu'un allait lui tirer une balle. Son monologue détruit toute la vision romantique du boss de jeux vidéo, du méchant charismatique. Derrière la légende, il y a souvent une enfant de la guerre qui est devenue adulte sans jamais pouvoir quitter le champ de bataille. Et ça, le jeu nous le balance en pleine tête, en 1998 sur PlayStation 1, messieurs dames. Cette scène constitue l'une des critiques les plus fortes de Kojima contre l'héroïsation de la violence. Sniper Wolf observe le monde à travers une lunette de précision depuis des années.
parce qu'elle dit qu'elle est rassurée, au moins elle est loin des bruits, des explosions, du sang. Et qu'est-ce qu'elle a appris? Certainement pas la grandeur de la guerre. Elle affirme avoir vu la brutalité, la souffrance et la stupidité humaine. Son expérience ne l'a pas conduite à glorifier le combat, elle l'a conduite à constater son absurdité fondamentale. La même idée réapparaît lors de l'affrontement avec Vulcan Raven. Lui, c'est une autre espèce. Il appartient à une tradition plus mystique du guerrier. Il parle du destin, du tirage d'oreilles esquimau. C'est un mangeur de mouktouk pour ceux qui ont la référence. Et pour lui, c'est sacré le combat. Snake, il refuse catégoriquement cette lecture. Lorsqu'il déclare que la violence n'a rien de glorieux et qu'elle consiste simplement à tuer, il exprime la plus profonde opinion, je pense, de Kojima sur la guerre, parce qu'il y a un auteur derrière tout ça. Ce point est essentiel parce que Metal Gear Solid est souvent perçu comme un jeu militaire, on bute des gens, etc. Non, c'est l'inverse. Le jeu utilise les codes du récit militaire, et ça c'est osé, messieurs, dames, pour les déconstruire un à un. Les soldats les plus admirables sont toujours les plus traumatisés. Les guerriers les plus compétents sont aussi les plus brisés. Les batailles produisent rarement des vainqueurs heureux. Et c'est cette ambiguïté permanente finalement entre ce qu'est Metal Gear, ce qu'il dénonce, cette incertitude sur le vrai, le faux, qui donne à Metal Gear une profondeur rare. Derrière l'histoire de chaque personnage, il y a une réflexion sur la manière dont les institutions façonnent les récits, sur la difficulté d'accéder à la vérité, sur l'histoire des gens qu'on tue en fait. Ce sont des êtres humains avec des histoires, je vous le disais tout à l'heure par rapport à ce soldat Yakout. Et ça invite le joueur à réfléchir constamment. Pour conclure, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, MGS c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Mais cette formule, elle finit presque par devenir insuffisante pour moi parce que l'œuvre a dépassé son médium. Derrière son intrigue d'espionnage, ses complots, etc., il y a des vraies questions sur la liberté, sur ce qu'est l'être humain, sur ce qu'est la guerre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette analyse. Parce qu'on le sait, MGS2 avait 50 ans, un siècle d'avance, pas de problème. Mais on ne dit pas assez que Metal Gear Solid avait la même avance sur d'autres sujets. Sur l'information, sur la liberté, sur ce qu'est un homme, sur le déterminisme, que ce soit suite à une propagande politique, pour envoyer la vidéo que j'ai sortie récemment, suite à un déterminisme génétique, social. En fait, on ne choisit pas le point de départ, mais on peut influer sur le point d'arrivée. Et la leçon de Metal Gear Solid, lorsque Snake part en motoneige avec Meryl, si on a réussi la torture, Otacon si on l'a raté, il vaut mieux partir avec Otacon pour avoir le camouflage optique, pour les puristes qui écoutent. Ben, la leçon, c'est que c'est plus dur avec un mauvais point de départ. Mais au moins, faut passer sa vie à essayer d'aller là où on veut aller. Quoi qu'il en coûte. Peu importe quand on meurt, quand on vit, on doit vivre. Et je trouve cette fin magnifique. Et pour conclure cette analyse, je dirais, en citant la musique principale du jeu, « The best is yet to come », le meilleur est encore à venir. Je vous remercie. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée, se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis.